Salam alaikum. Aujourd'hui, on reste sur le thème de l'école. Je vais vous lire 3 textes et je vous poserai des questions sur ces textes. Je commence par le premier texte. Une petite école. C'était une petite école, comme on n'en peut voir que dans les pays pauvres. 8, 10 maisons à une croisée de route. Et l'école est une de ces maisons-là, plate et basse, cramponnée au sol de toutes ses griffes. Mademoiselle aimait son école. La salle où ses gars et filles levaient vers elle leurs durs petits fronts de montagnards, et dehors son jardinet près de la cour. Derrière, un maigre grillage, la terre dégringolait d'un coup jusqu'en bas du ravin où grognait inlassablement le torrent. Elle se tenait volontiers à ce bout de son domaine qui surplombait de loin les vallées. On voyait de là toute une terre plissée et fendillée, et par-dessus les premiers monts, sous leur pelage de forêt, une crête aiguë et blanche qui brillait les jours de soleil. Alors maintenant, je vous pose la première question. Dites où se tenait volontiers la maîtresse et pourquoi? Où la maîtresse, à quel endroit, se tenait volontiers la maîtresse et pour quelle raison? La réponse: la maîtresse se tenait au bout de son domaine parce que de là, elle pouvait voir un paysage magnifique, la terre environnante, les vallées, les monts avec leurs pentes boisées et même une crête enneigée. Maintenant, on passe au vocabulaire. Alors, vous allez expliquer 3 expressions. La première expression dans le texte, des durs fronts. Des durs fronts. Alors, des durs fronts, ils se trouvent ici. Leurs durs petits fronts. Qu'est-ce que ça veut dire? Des durs fronts. Alors, vous savez, le front, c'est ici, hein, le front. Alors, pourquoi dans le texte, on dit des durs fronts? La réponse: à la montagne, la vie est dure et pénible. La lutte contre les éléments naturels forme un caractère tenace et courageux. Un caractère qu'on devine en observant les fronts de ces petits montagnards. Vous savez, ici, les fronts montagnards, ce sont les petits-enfants qui habitent à la montagne. On les appelle des montagnards. Deuxième expression dans le texte, que veut dire un grillage maigre? Un grillage maigre qui se trouve voilà, ici, derrière un maigre grillage. Un maigre grillage. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors maigre, vous savez que maigre, ça veut dire quelque chose de fin, maigre. Un maigre grillage. C'est un petit treillis de fil de fer. Peut-être qu'ici, le grillage, quelque chose de très fin, comme on trouve à la montagne. Peut-être juste un fil de fer pour faire la limite entre la cour de l'école et l'extérieur. Et la dernière expression, l'école cramponnée au sol. L'école cramponnée au sol. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, cramponnée au sol, on l'a ici. Cramponnée au sol. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ici, on nous dit que l'école est une maison plate, basse, pas très haute, une maison assez plate, et elle est cramponnée au sol. Cramponnée, c'est-à-dire, elle est solidement fixée au sol. Puisqu'on nous décrit une pente, on nous dit que l'école se trouve sur une pente, oui, ça descend. Donc, quand on a construit l'école, au niveau des fondations, on a dû bien la cramponner au sol. On a dû bien faire attention de la fixer solidement au sol pour pouvoir résister aux intempéries, pouvoir résister à la neige, au vent, etc. Voilà, donc maintenant on va passer au deuxième texte. Alors je passe. Voilà, je vous montre ici les réponses par rapport aux questions. Les questions qu'on vient de voir.
Voilà, si vous voulez faire pause et regarder ça plus calmement. Voilà, on passe, on arrive au deuxième texte. Je vais vous faire la lecture du deuxième texte. L'examen. Mes progrès étonnèrent mes maîtres. Et quand vint le jour de l'examen, je me tirai fort bien d'affaire. Monsieur le directeur, qui avait des intelligences dans le jury, nous apprit que ma rédaction avait été fort remarquée, ma dictée parfaite, et qu'on avait apprécié mon écriture. Par malheur, je n'avais pas su résoudre le second problème qui concernait les alliages. Son énoncé avait été rédigé avec tant de finesse qu'aucun des 200 candidats ne l'avait compris, sauf un nommé Oliva qui obtint ainsi la première place. Je n'avais que la seconde. On ne me gronda pas, mais ce fut une déception. On passe maintenant aux questions du texte. Alors, que veut dire « Monsieur le directeur avait des intelligences » Qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur le directeur avait des intelligences dans le jury. Monsieur le directeur avait des intelligences dans le jury. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, ça veut dire que le directeur avait des relations personnelles avec certains membres du jury. Il connaissait certains membres du jury. Et il pouvait donc obtenir des renseignements confidentiels. C'est la raison pour laquelle, ici, le directeur, avant que les enfants reçoivent leur copie, avant qu'ils reçoivent leurs notes, le directeur a dit que voilà, le directeur nous a appris que ma rédaction avait été fort remarquée. Voilà, ici le directeur, il annonce à l'enfant qu'il a fait une belle rédaction, une dictée parfaite. Comment il a su ça? Il a su ça parce que il avait des intelligences dans le jury, c'est-à-dire qu'il connaissait certains membres du jury pour avoir les informations confidentielles. Deuxième expression, que veut dire « mes progrès étonnèrent mes maîtres » Ici la première phrase. « Mes progrès étonnèrent mes maîtres ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on veut dire que les professeurs, les maîtres, étaient surpris, comme une surprise. C'est ça, être étonné, c'est être surpris. Les professeurs étaient surpris par les progrès de l'enfant et par ses bons résultats. Voilà, apparemment ici on comprend que l'enfant a fait d'énormes progrès. Il a beaucoup progressé et il a même étonné ses maîtres. Même ses maîtres, ses professeurs, étaient surpris. Ils étaient étonnés par ses progrès. Et une dernière expression par rapport à ce texte, ce fut une déception. Ce fut une déception. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, l'échec de l'enfant à la première place, puisqu'il a manqué de peu la première place. Il est arrivé second. Donc ici, l'échec de l'enfant à la première place cause une sorte de regret. On regrette. Ici, il cause une sorte de regret de la part de ses maîtres, de la part de ses professeurs. Car les professeurs pensaient que l'enfant pouvait atteindre la première place. Ici, les professeurs pensaient qu'il pouvait atteindre la première place. Mais malheureusement, à cause d'une question sur un problème qu'il n'a pas compris, n'a pas compris l'énoncé du problème, donc il a manqué la première place et il est arrivé second. Donc c'est pour ça que ce fut quand même une déception. On passe à la deuxième question. Pour cette deuxième question, je vais vous demander de transformer la première phrase ici, « Mes progrès étonnèrent mes maîtres »
et quand vint le jour de l'examen, je me tirais fort bien d'affaire, je vais vous demander de changer le temps de cette phrase. Alors pour la première phrase, vous allez la conjuguer au futur simple. Comment conjuguer cette phrase au futur simple? La réponse: mes progrès étonneront mes maîtres, et quand viendra le jour de l'examen, je me tirerai fort bien d'affaire. Mes progrès étonneront mes maîtres, et quand viendra le jour de l'examen, je me tirerai fort bien d'affaire. Maintenant, je vais vous demander de transformer cette phrase. Au lieu de la conjuguer au futur simple, on va la conjuguer au passé composé. Alors la réponse: mes progrès ont étonné, avec l'auxiliaire avoir, mes progrès ont étonné mes maîtres, et quand est venu, auxiliaire être, quand est venu le jour de l'examen, je me suis tiré fort bien d'affaire. Voilà pour le premier texte. Je passe. Ici, on avait les questions. Moi, je fais un petit stop, voilà, si vous voulez regarder les questions et les réponses. Voilà, on passe. Voilà, ici, c'était la phrase qu'on a vue, futur simple, passé composé. Mes progrès étonneront mes maîtres, et quand viendra le jour de l'examen, je me tirerai fort bien d'affaire. Et au passé composé, mes progrès ont étonné, auxiliaire avoir. Passé composé, vous savez, c'est un temps composé avec un auxiliaire et un participe passé. Mes progrès ont étonné mes maîtres, et quand est venu, auxiliaire être, participe passé, est venu le jour de l'examen, je me suis tiré fort bien d'affaire. Voilà, on passe. Et je vais vous lire le dernier texte. Voilà. L'amour de la lecture. Je lisais au grenier. On trouvait des livres sous mon édredon, sous mon traversin. Je lisais à la lumière dansante du foyer, assis sur le seuil ou l'escalier du jardin. J'usais sur les pages les dernières lueurs du jour. Il fallait que le livre soit bien gros pour que je ne l'emporte pas au champ. Les vaches se gardaient toutes seules. J'étais occupé à de plus nobles besognes. Que de fois, réveillé en sursaut de mon rêve imprimé, je me suis trouvé au fond de quelque friche. Bien heureux quand les bonnes bêtes n'étaient qu'à quelques pas dans la broussaille. Elles se trouvaient parfois plus loin attablées à l'avoine ou à la luzerne du voisin. Très bien, maintenant, je vous pose des questions, comme d'habitude, questions sur le texte. À votre avis, la passion de ce jeune homme pour la lecture, à votre avis, c'est une qualité ou un défaut? Et pourquoi? Pour quelle raison? À votre avis, la lecture, la passion de la lecture pour cet enfant, est-ce une qualité ou un défaut? Alors, je vous donne la réponse. Bien sûr, il y a plusieurs réponses. La passion de ce jeune pour la lecture est une qualité, car elle dénote une intelligence avide de s'instruire. Il a une grande envie de s'instruire. Mais elle n'est pas considérée comme une qualité par les personnes qui envoient cet enfant garder les bêtes, car il ne fait pas son travail correctement, il laisse les bêtes sans surveillance. Donc, lire, avoir une passion pour la lecture, bien sûr, on va dire que c'est une qualité, car cela nous permet de nous instruire. Mais pour les personnes, peut-être ses parents, qui l'envoient garder les vaches, pour ses parents, ce n'est pas une qualité, puisqu'il ne fait pas correctement son travail. La preuve, c'est que pour la dernière phrase ici, on nous dit « Elles se trouvaient, les vaches,
Elle se trouvait parfois plus loin attablée à l'avoine ou à la luzerne du voisin. Donc ici, les vaches étaient sans surveillance. Deuxième question, je vais vous demander 2 explications. La première, noble besogne. Ici dans le texte, j'étais occupé à de plus nobles besognes. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Que veut nous dire l'enfant quand il nous dit « j'étais occupé à de plus nobles besognes ». Ici, pour l'enfant, garder les vaches est une besogne. Une besogne, c'est quelque chose de pénible, quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Donc pour l'enfant, garder les vaches est une besogne. Et il préfère le travail de lire, qui l'instruit. Il préfère largement la lecture à la corvée de surveiller les vaches. Car la lecture, qui l'instruit, le fait réfléchir et le fait penser. Pour lui, la lecture n'est pas une besogne, mais un plaisir. Voilà, c'est pour ça qu'il dit « j'étais occupé à de plus nobles besognes », quelque chose de plus noble que garder les vaches. Pour lui, la lecture, c'est quelque chose de plus noble. Et un dernier mot de vocabulaire, le mot friche. Que veut dire le mot friche? Ici, dans cette phrase, je me suis trouvé au fond de quelques friches. Qu'est-ce que ça veut dire friche? Ici, une friche est une étendue de terrain couverte d'herbe et de broussailles. Voilà, une friche, c'est une étendue, un terrain avec de l'herbe et de la broussaille. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo sur le thème de l'école. La prochaine fois, Inch'Allah, on va changer de sujet et on verra d'autres thèmes. Ce sera l'occasion de faire un peu de lecture, de voir du vocabulaire, des explications, etc.